Or, on sait qu'il y a aujourd'hui une niche de consommateurs qui est prêt à payer pour des produits à forte valeur environnementale. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Tu parlais de l'inflation, c'est un des enjeux. Et dans le déclaratif, dans l'attitude, il y a une majorité de consommateurs qui souhaitent s'informer, qui sont prêts à faire des efforts. Dans la réalité des faits, les comportements, la dimension comportementale est assez différente. Et donc, ce que cette étude vise à mesurer, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre l'attitude et le comportement. Donc on a renforcé la dimension comportementale, on a renforcé la dimension de recherche d'informations. Est-ce que c'est une démarche active de la part du consommateur ou est-ce qu'il est passif ? Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril. Le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Dans ce nouvel épisode enregistré depuis le One-to-One Expérience Client de Biarritz, nous avons l'honneur de recevoir Thomas Husson, vice-président et analyste principal chez Forrester. Thomas est un expert reconnu pour ses analyses pointues sur les comportements des consommateurs et les stratégies numériques. Aujourd'hui, il nous présente la dernière édition de l'étude Forrester intitulée Green Consumer Segmentation for 2025, que l'on peut traduire par segmentation des consommateurs éco-responsables en 2025. Cette recherche met en lumière les attitudes et comportements des consommateurs en matière de durabilité et offre des pistes pour les marques souhaitant renforcer la confiance et l'engagement autour des enjeux environnementaux. Notre conversation sera structurée autour de 3 grandes thématiques. D'abord, la segmentation des consommateurs verts à proprement parler. Nous explorerons les différents groupes identifiés par Forrester et leurs caractéristiques. Ensuite, nous parlerons de l'impact des comportements écologiques sur les choix des consommateurs. Comment ces comportements influencent-ils les décisions d'achat ? Et enfin, nous terminerons par les implications pour les marques. Quelles actions les entreprises peuvent-elles entreprendre pour mieux répondre aux attentes de ces consommateurs et ainsi se démarquer sur un marché qui est en pleine mutation ? Alors préparez-vous à une discussion riche en insights sur l'avenir de la consommation responsable. Mais avant de commencer, Thomas, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour Cyril. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Thomas Husson. Je suis analyste au sein du cabinet Forrester, qui est un cabinet indépendant entre la marque et l'ensemble de ses prestataires. Et on accompagne nos clients pour partager des bonnes pratiques, leur faire gagner du temps, décrypter l'innovation technologique et les tendances de consommation. Moi, je travaille pas mal effectivement sur la problématique de la révolution écologique, puisque, qu'on le veuille ou non, de gré ou de force, on sera amené à changer nos comportements. Et donc, ça a des implications assez fortes sur les marques. Et on a toute une série, au-delà de cette étude et de cette segmentation, d'outils, d'études et de données pour accompagner les marques sur cette problématique qui prend de plus en plus d'importance. Et Thomas, on se connaît depuis quelques années, tu es aussi engagé dans les événements one-to-one, que ce soit à Biarritz ou à Monaco.
Oui, absolument, parce que c'est vrai que c'est un beau carrefour, de très belles audiences, de toutes industries confondues, et c'est là où on prend un peu le pouls de ce qui se passe à la fois sur les sujets digitaux, mais aussi sur plus largement d'autres thématiques auxquelles les directions marketing et expérience client sont confrontées. Et c'est toujours de beaux échanges. Oui. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est d'avoir ton opinion un peu en tant qu'indépendant. Forrester étant, comme tu le précisais il y a 2 minutes, indépendant. Quand je donne la parole à des retailers, à des marques, à des distributeurs, je me rends compte que quand je les interroge sur leur perception du marché, il y a toujours un biais puisqu'ils vont analyser le marché au travers de l'offre qu'ils ont. Et il y a forcément quelques difficultés à prendre du recul et à comprendre comment fonctionne la demande, les consommateurs. Au travers de cette étude, je crois que c'est la 3e édition de cette étude. Il y en avait eu plusieurs avant, mais la nouvelle segmentation, et je vais expliquer ce qu'on a changé dans la méthodologie et dans la démarche, effectivement, c'est la 3e version. C'est la 3e version. Voilà, comment, en fait, quand on n'est pas biaisé par une offre à délivrer, comment on perçoit justement ce marché et singulièrement avec ce prisme de la consommation responsable qui est clairement quelque chose qui transforme les habitudes de consommation en général. Il y a effectivement la sensibilité au prix actuellement qui fait partie aussi des modifications des comportements d'achat. Mais là, c'est beaucoup plus durable, c'est-à-dire inscrit dans la durée, ces changements-là. Ils sont inéluctables alors que l'inflation va peut-être s'arrêter. D'ailleurs, elle s'arrête et la sensibilité au prix va peut-être elle aussi diminuer. Donc on est à un moment, je pense, tout à fait opportun de parler de tout ça. Est-ce que tu peux justement nous présenter en 2 mots l'étude et puis cette segmentation qui est réalisée ? Oui, alors c'est une étude qui est globale, qui concerne les principaux pays européens, les États-Unis et un certain nombre de pays d'Asie pour qu'on ait une mesure un peu mondiale du phénomène. Et on retrouve d'ailleurs un certain nombre de patterns et de tendances communes avec des niveaux de maturité quand même assez différents. On dit souvent que l'Europe et la France en particulier sont en avance de phase sur ces sujets-là. Ça ressort très clairement de l'étude avec un retard assez flagrant des États-Unis et de l'Australie, mais aussi paradoxalement de certains pays européens. Donc en fait, l'idée de cette étude, elle est née du fait, que beaucoup de marques, comme tu l'expliques bien, n'avaient pas forcément une mesure systématique et pérenne de ces comportements éco-responsables, pouvaient faire des études ad hoc, mais n'intégraient pas forcément cette dimension et ces attributs de consommation dans leur segmentation classique. Or, on sait qu'il y a aujourd'hui, pour l'instant, une niche de consommateurs qui est prêt à payer pour des produits à forte valeur environnementale. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Tu parlais de l'inflation, c'est un des enjeux. Et dans le déclaratif, dans l'attitude, il y a une majorité de consommateurs qui souhaitent s'informer, qui sont prêts à faire des efforts. Dans la réalité des faits, les comportements, la dimension comportementale est assez différente. Et donc, ce que cette étude vise à mesurer, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre l'attitude et le comportement. Donc, on a renforcé la dimension comportementale, on a renforcé la dimension de recherche d'informations. Est-ce que c'est une démarche active de la part du consommateur ou est-ce qu'il est passif ? Et puis aussi sur tout un tas de sujets qui ne sont pas forcément liés à son comportement d'achat. On essaie de mesurer davantage les achats réels et la propension à payer, mais on pose aussi tout un tas de questions autour de comportements individuels par rapport au mode de transport, par rapport à des démarches de recyclabilité, pour essayer de prendre le pouls de cette dimension-là. Oui, donc c'est pas uniquement dans l'acte de consommation, l'acte d'achat, mais c'est aussi dans la façon dont on vit. Tu le citais, le recyclage, mais est-ce qu'on accepte, je sais pas, de ne pas se faire livrer le jour même parce que on est conscient que ça va générer peut-être plus de CO2 que si on accepte de mutualiser des livraisons. C'est des choses comme ça. Oui, c'est ça, et on pose la question de différentes options de durabilité qui peuvent être
proposé sur un parcours client. Ça peut être effectivement la livraison, ça peut être au moment de l'achat, avant l'achat, dans la recherche d'informations. Et est-ce qu'il y a une transparence sur la durabilité des produits? C'est tout ce type de dimension-là qu'on essaie de mesurer. Et du coup, cette segmentation, pour faire simple, parce que je pense qu'il faut faire simple, même s'il y a besoin derrière de beaucoup de nuances dans l'appréciation, parce que ça varie d'une industrie, d'un pays à l'autre, mais il y a 4 segments principaux. Il y a un premier segment qu'on va appeler, je sais pas mal de franglais, c'est vas-y. un petit jargon qui est pas toujours évident à traduire, mais il y a ce qu'on appelle des active greens, donc on pourrait dire des consommateurs éco-engagés. Ouais, c'est ça. Ça représente en Europe de l'ordre de 20%. Des consommateurs, donc c'est quand même pas négligeable, 1/5 de la population. C'est beaucoup moins aux États-Unis et en Australie, c'est 13%. Ouais. Et c'est un petit peu plus dans certains pays. L'écart, par exemple, en Europe, c'est 24% en Italie et seulement 17% en Allemagne. On a tendance à considérer comme exactement. Ouais. Et donc il y a parfois quelques petites surprises, y compris sur certains pays nordiques comme la Suède, qui sont assez vertueux sur pas mal de dimensions écologiques, mais pas forcément dans la consommation. Donc c'est assez intéressant de voir ces différences. Et donc ces consommateurs-là, ils sont conscients des enjeux écologiques et environnementaux, ils s'intéressent à cette dimension-là et c'est un des critères d'achat pour eux. Donc ils vont aller chercher de l'information sur la transparence de l'impact environnemental, des produits, des modes de livraison. Ils ont tendance davantage à acheter des produits durables et ils ont une propension à payer qui est beaucoup plus importante que les autres. Et paradoxalement, dans ce segment-là, c'est pas paradoxal, c'est presque logique, parce qu'on parle de comportement d'achat, on retrouve finalement pas tant de consommateurs jeunes. Il y en a, une proportion non négligeable, mais en fait, j'ai envie de dire, les jeunes ont influencé sur leurs parents qui ont un peu plus de pouvoir d'achat, et donc on retrouve finalement pas mal de baby-boomers dans cette catégorie-là, ce qui peut paraître paradoxal. C'est une catégorie qui a besoin aussi de moyens supplémentaires, de moyens financiers. Est-ce que ça peut aussi expliquer le fait que les jeunes y soient moins présents, moins représentés ? Oui, complètement, parce que là, on a intégré la dimension d'acte d'achat, et donc le pouvoir d'achat des jeunes étant plus limité, et certains des produits environnementaux, que ce soit des produits bio, que ce soit des produits durables, sont en général plus chers. Alors, c'est pas toujours le cas, et ça ne le sera pas toujours à l'avenir, donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, mais aujourd'hui, c'est le cas, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une niche de consommateurs qui payent pour ce type de produit, parce que l'inflation est passée par là, parce que le pouvoir d'achat, en tout cas dans la perception du consommateur, a diminué. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, et je vais revenir sur les 3 autres segments, mais c'est ce qui explique, et c'est ce qu'on avait anticipé l'année dernière, que cette segmentation, elle a quasiment pas bougé d'une année sur l'autre, malgré le fait que les consommateurs sont plus conscients du changement climatique. En répartition. En pourcentage. Ouais, elle a très peu varié. Tu disais, par exemple, 24 en Italie, 17% en Allemagne. En France, on est dans la moyenne européenne à 20 ? En France, on est à 21, on est un petit peu au-dessus, et ça n'a pas fondamentalement bougé par rapport à l'année dernière, parce que même il y a certains types de produits où je pense les consommateurs ont intégré cette dimension. C'est tout ce qui va toucher finalement à ce que je mange, donc ce que j'ingère, ce que je mets dans mon corps, ce que je mets sur ma peau, donc les cosmétiques, les vêtements que je porte, et tout ce qui est dans mon environnement quotidien, les produits d'intérieur, les produits ménagers. Il y a une dimension santé qui est inclue, où en fait le consommateur conscientise les enjeux climatiques qui sont plus loin de lui. Ça se passe en Inde, au Pakistan, c'est des inondations, des feux de forêt. Non, on le voit bien aujourd'hui dans la réalité du climat, elle impacte tout le monde. Et donc du coup, c'est une dimension qui est plus importante pour ces industries-là. Mais au final, dans l'acte d'achat, le critère environnemental, même pour ces consommateurs-là, n'est pas, dans la plupart des cas, le critère d'achat numéro 1. Ça peut faire partie du top 3, du top 5. C'est
un des critères, c'est pas le critère numéro 1 Dans ces 21% de consommateurs engagés. Absolument. Ce sont les mêmes qui font attention à leur transport, qui vont par exemple passer au vélo pour se déplacer, qui vont faire attention à pas trop prendre l'avion, qui vont acheter une voiture électrique. Exactement. C'est ça ? Exactement. C'est ce type de consommateur-là. Et même pour eux, le critère environnemental n'est pas le premier critère. C'est d'abord de rendre service, de se faire plaisir, bref, tout ce qui motive. Oui, ce qui motive l'acte d'achat, un produit, une marque qu'on aime bien, une fonctionnalité qui est une bonne expérience, ça peut être pas mal de dimensions. Qu'il faut justement travailler avec la problématique environnementale. C'est comment j'intègre ça. Le consommateur, dans ses choix, fait toujours des compromis. Et donc, comment je fais en sorte que la dimension environnementale ne rabote pas sur les autres dimensions et que mon produit soit toujours fonctionnel, réponde à mon besoin, que le design soit bon, etc., etc. Donc ça, c'est une première catégorie. Ouais. Il y a une deuxième catégorie qu'on a appelée les convenient greens. Alors, convenient, c'est extrêmement difficile à traduire. Les pragmatiques, non ? Oui, c'est les pragmatiques. C'est ceux qui souhaitent une expérience simple, fluide, qui n'ont pas forcément toujours le temps de faire des efforts. Donc, on va retrouver, par exemple, dans cette catégorie-là, pas mal de parents. Il y a une surreprésentation de jeunes parents. Donc, ils ont des enfants en plus ou moins bas âge. Ils n'ont pas trop le temps de rechercher, d'attendre une livraison 3 jours de plus. Ils sont dans des dynamiques où ils sont prêts à faire un effort, mais il ne faut pas que ce soit trop compliqué, et où le critère du prix est plus important. Et donc, ils sont prêts à des compromis, mais jusqu'à un certain point. Donc, c'est une démarche assez volontaire. Ils sont ouverts à l'idée, mais ils ne sont pas forcément prêts aujourd'hui à payer une surprime, en tout cas moins que les consommateurs. Ouais, et typiquement, quand tu m'en parlais avant qu'on enregistre, c'est les parents qui vont utiliser Amazon Prime pour être livrés le lendemain, parce que en fait, c'est ce qui leur rend la vie plus simple avec leurs enfants, même s'ils sont conscients que c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions écologiques. Absolument. Après, il y a une autre catégorie qu'on a appelée... Attends, avant d'aller sur l'autre, celle-là, elle représente quel pourcentage ? C'est le gros... C'est pas le plus gros segment, c'est le deuxième segment le plus important, c'est de l'ordre... c'est entre 25 et 30% selon les pays. D'accord. Donc c'est un peu moins d'un tiers. Et là, il n'y a pas de différence énorme entre les pays. C'est un groupe assez homogène, entre guillemets, assez stable d'un pays à l'autre. Ouais, et d'une région du monde à une autre. Il y a très peu de variations d'un pays à l'autre. Donc on est à plus de la moitié avec le premier segment et celui-ci. Oui, absolument. C'est important aussi de se dire que finalement, il y a 55% peut-être de la population qui est déjà, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins engagée dans une consommation responsable, quelles que soient les zones du monde. Absolument. Il y a un vrai changement quand même. Il y a un changement effectivement, et il y a dans l'ensemble, d'un point de vue attitudinal, d'un point de vue valeur, une dimension très importante et qui est prise en compte et qui peut créer de la frustration pour beaucoup de consommateurs, et en particulier ce qu'on appelle en psychologie de la dissonance cognitive, parce que on aimerait tous contribuer, être vertueux, mais on ne le fait pas toujours, soit parce qu'on ne peut pas, parce que c'est trop cher, soit parce que finalement on a tous nos propres contradictions. On peut être parfois flemmard et puis prendre la voiture là où on ne devrait pas, ou culpabiliser parce que on se dit tiens finalement pourquoi est-ce que mes enfants ne découvriraient pas un jour une autre région du monde, et on prend l'avion, et donc il y a une forme de culpabilité et de frustration qui peut s'installer chez le consommateur. Et donc on en parlera tout à l'heure, mais dans le rôle de la marque, on va être de plus en plus dans des logiques d'accompagnement du consommateur, de meilleure compréhension beaucoup plus fine de sa psychologie, de ses émotions, des notions de sciences comportementales, de nudge, et comment j'aide mon consommateur à peut-être consommer mieux, ou en tout cas différemment. Ok, on va y revenir. Et la troisième catégorie est celle des dormants. Oui, dormants, parce qu'effectivement, ils sont plutôt bien disposés, ils sont
pas vraiment conscients des enjeux, mais si on leur explique, ils sont prêts à faire des efforts, il faut juste un peu les activer. Ils vont pas, eux, aller chercher l'information de l'impact écologique de certains produits. Il y a des tranches d'âge, là Oui, alors sur cette catégorie... J'imagine, avant que tu répondes, que c'est pas les jeunes. Les jeunes, non. Les jeunes sont pas mal dans la catégorie convenient, parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat et que finalement, ils sont pas toujours prêts à faire des efforts malgré ce qu'ils disent, donc le décalage entre le déclaratif et le comportemental. Sur des dormants, on est sur des populations un peu plus âgées, en moyenne, qui sont pas forcément... et ça, c'est le plus gros segment dans tous les pays, c'est entre 35 et 40%. Donc c'est plus d'un tiers. Et c'est des consommateurs qui pourraient être disposés, mais il faut là aider à surmonter un peu la barrière de l'information. Parce que tout le monde n'est pas au courant. Alors c'est par méconnaissance plus que par dogmatisme à dire je suis contre. Exactement. Ils sont pas contre. Ce sont pas des climato-sceptiques ou c'est pas qu'ils s'en foutent, foutent, c'est que ils sont pas forcément au courant. Aussi, si je m'achète un nouveau smartphone, c'est bien. Je suis pas forcément au courant de tous les métaux rares qui vont là-dedans et de l'impact de la construction que ça peut avoir. Ouais, je le sais, mais c'est un peu loin, quoi. Voilà. Ou j'achète une voiture, c'est une voiture électrique, peut-être c'est bien, mais en fait j'ai aucune idée de tout le plastique et l'acier qui va dans la nouvelle carrosserie et que le fait que de toute façon, même si c'est un véhicule électrique, l'amortissement entre guillemets de l'impact écologique va prendre quand même pas mal de temps. Et d'ailleurs, même parmi des acteurs éco-engagés, ce type d'information n'est pas encore totalement partagée. Ils n'ont pas l'info parce que elle ne leur arrive pas, parce que c'est difficile aujourd'hui, par exemple, si tu veux acheter une voiture, de ne pas savoir tous ces sujets-là. C'est pourquoi elle n'arrive pas, l'info parce que ça reste malgré tout parfois complexe. On est sur des sujets qui peuvent être scientifiquement compliqués. L'impact est jamais totalement neutre. En fait, ce qu'on disait sur une voiture électrique, un impact malgré tout. Est-ce que si on a une vieille voiture, il vaut mieux pas moins la prendre et la conserver et la prendre très occasionnellement plutôt que d'en acheter une nouvelle, parce qu'on sait que la batterie elle va mettre du temps à être amortie, l'acier qui rentre dedans aussi. Donc c'est des sujets qui sont compliqués, ce sont des sujets sur lesquels, même si l'information s'améliore, il n'y a pas encore totalement, et ça arrive avec la régulation heureusement, de standardisation de l'information. On commence à le voir sur certaines catégories de produits, par exemple dans les cosmétiques, où il y a eu un consortium qui s'est créé et qui permet d'être plus transparent sur l'information. Comme on l'a eu sur le Nutri-Score ou des choses comme ça. Donc ça arrive, mais oui, c'est encore... un, c'est pas simple, et deux, c'est surtout une catégorie de consommateurs qui n'a pas envie de faire l'effort de rechercher l'information. Ok. La dernière information... Alors le dernier segment, c'est les non-greens. Donc dans les non-greens, on est vraiment sur un segment de consommateurs. Ça va du climato-sceptique qui est activement sceptique et contre le phénomène à des consommateurs qui littéralement s'en foutent. Et ça représente entre 10 et un quart de la population. Selon les régions du monde. Selon les régions. Je sais pas, j'imagine plutôt une proportion importante aux États-Unis et moins en Europe. Absolument, absolument. Pour te donner les chiffres précis, on est à 23% aux États-Unis, 24% en Australie. Et seulement à 16% en moyenne en Europe. Et la France et l'Italie performent mieux là-dessus, puisque la France est à 12 et l'Italie à 9. Alors c'est marrant, ces Italiens qui sont des écolos. Et c'est surprenant effectivement parce qu'on a souvent l'image des Allemands ou des pays nordiques. Mais en fait, l'Italie est une des régions du monde où il y a le plus de pollution et où l'impact du changement climatique est le plus important. Et peut-être que ça il y a plusieurs hypothèses. C'est une hypothèse ça peut intéressante, expliquer le phénomène. En tout cas, on a constaté qu'il s'accélérait sur les dernières années. Intéressant. Et en Espagne, c'est similaire ou pas ? Parce que finalement, les aspects de changement environnementaux, climatiques,
sont assez similaires en Espagne. Oui, on s'en rapproche effectivement. On est, je crois que l'Espagne est très proche de la France et de l'Italie là-dessus. Il y a une sorte de pays d'Europe du Sud, nouveau groupe qui émerge dans cette segmentation. Et on est, pour le coup, par rapport à des logiques de population, il y a davantage de femmes qui sont active greens et davantage d'hommes qui sont non-greens. Et en termes d'âge, évidemment, il y a beaucoup moins de non-greens dans les populations jeunes. Ça ne veut pas dire, à l'inverse, qu'il y en a forcément plus en proportion dans ceux qui sont éco-engagés et actifs, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc en fait, il faut être très nuancé. Et puis ça varie évidemment d'un sous-segment à un autre, d'une tranche spécifique, il n'y a pas une génération, il y a plein de nuances à apporter dans ces comportements, mais c'est une grille de lecture qui permet, je pense, et c'est le but, aux marques de réfléchir un peu plus structurellement aux dynamiques de changement de consommation pour essayer d'identifier quels sont les consommateurs ou les segments de consommateurs pour lesquels on peut lancer des nouvelles offres, des nouveaux produits, on peut innover, et comment plus largement, puisque tu soulignais le fait qu'il y a une majorité de consommateurs qui sont sensibles à ça, comment je repense ma chaîne de valeur, comment je repense mon écosystème pour être créatif et innover et délivrer davantage de valeur environnementale pour le même prix. Et c'est ça qui va devenir un avantage concurrentiel, parce que de toute façon, la régulation et les limites planétaires physiques des limites en ressources, en eau, l'impact sur la planète fait que de toute façon, on va devoir changer nos comportements. Et donc les marques qui l'anticipent vont avoir un avantage concurrentiel à terme. Et justement, en fait, ces changements comportementaux, tu as commencé à l'évoquer, ça passe par la recherche d'informations, une démarche active dans la recherche d'informations. Bref, ou même l'accès à l'information pour certains. Est-ce que l'information, ils y ont accès Est-ce que vous avez caractérisé justement ces changements dans les comportements d'achat plus loin que dans la recherche d'informations ? Oui, il y a le tri sélectif, oui, il y a les livraisons, les modes de transport. Est-ce que ça va encore plus loin ? Est-ce que toutes ces prises de conscience, à des degrés plus ou moins élevés, comment on peut voir dans quoi ça se matérialise ? Mais on a un certain nombre de questions qui permettent de définir ce type de comportement. On va demander par exemple des questions assez simples de est-ce que je cherche à comprendre l'impact environnemental et l'empreinte carbone de mes achats. Ça peut être des questions de type est-ce que j'aimerais bien faire ça mais c'est trop d'efforts pour moi. Donc on pose des questions comme ça relativement simples, à la fois attitudinales et comportementales, pour voir dans quelle mesure les comportements évoluent. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est pas tellement la valeur absolue, c'est en valeur relative, comment ça évolue. Et là, par exemple, sur l'année dernière, cette segmentation était quasiment flat. Et parce qu'on a été, et c'est vrai que c'était une année d'élection dans beaucoup de pays, en particulier aux États-Unis, où c'est un climat qui est très... on est vraiment sur une polarisation de la consommation. Il y a des extrêmes, c'est un sujet politique, ça le devient en Europe aussi, on l'a vu avec les élections au Parlement européen et puis aujourd'hui dans le débat public. Ça l'est moins qu'aux États-Unis, mais ça devient presque un critère politique, et c'est pour ça que beaucoup de marques s'en abstraient, alors qu'avant elles voulaient être engagées, et maintenant elles se disent non, je veux moins rentrer dans ce débat politique, c'est casse-gueule, exactement. Comment on explique, parce que les comportements, le consommateur remet-il en question finalement l'information qu'on lui donne sur une façon vertueuse de consommer, de vivre au bénéfice, pour que ce soit plus bénéfique pour la planète. Et je vais te donner un exemple. En France, il y a quelques années, il y avait presque une majorité qui était opposée au nucléaire. Et il y a eu véritablement une transformation des consciences, puisqu'aujourd'hui, c'est clairement une majorité qui est favorable au développement du nucléaire, en ayant compris que ça venait rendre service dans une démarche plus responsable vis-à-vis de la planète. En Allemagne, on n'est pas du tout sur le même schéma. Est-ce que, justement, avec la maturité des consommateurs, on voit que ils ont aussi cette capacité à challenger des politiques
et derrière, sous-entendu, des entreprises. Oui, très clairement, je pense qu'il y a pas simplement une méfiance, il y a une défiance des consommateurs vis-à-vis des marques sur ce sujet. Quand on pose la question, est-ce que vous pensez que c'est à l'entreprise qui a la responsabilité de réduire son impact sur l'environnement ? Vous avez une majorité de consommateurs qui pensent que c'est la responsabilité de l'entreprise. Quand vous posez la question, est-ce que vous faites confiance à cette entreprise dans sa démarche environnementale ? Vous avez une petite minorité de consommateurs qui disent faire confiance aux marques. Et c'est d'abord et avant tout en fait une question de confiance. Et on voit bien, il y a beaucoup quand on parle de greenwashing, c'est quelque chose qui est assez prégnant. Et dans l'ensemble, j'ai envie de dire, le consommateur est d'abord défiant. Il va se dire non mais ça j'y crois pas, ouais. Ils veulent avoir une image verte mais en fait c'est pas vrai et donc en fait c'est là où c'est extrêmement compliqué parce que les marques qui s'engagent là-dessus et qui ont un positionnement qui se positionnent sur ce sujet-là doivent être irréprochables et du coup elles doivent être plus transparentes et c'est un exercice qui est délicat parce que dès l'instant où elles font la démarche d'être davantage responsables et engagées, on va aller, entre guillemets, les attendre au tournant. Et c'est pour ça qu'il y a ce phénomène, alors j'aime pas trop le terme, mais quand on regarde les chiffres, quand on interroge les directions marketing, il y a 84% des CMO qu'on a interrogés, c'est énorme, qui disent en fait j'aimerais bien communiquer davantage sur mes initiatives environnementales mais je ne le fais pas par crainte du greenwashing et donc on est rentré dans ce phénomène dit de greenwashing où en gros mieux vaut ne pas en parler et ne rien raconter de ce qu'on fait même si c'est bien parce que le risque est trop élevé que ça se retourne contre nous. Il y a effectivement beaucoup de ça et on est sur un risque de réputation qui est important pour les marques et c'est ça je pense qui est quand même le nerf de la guerre parce que derrière on voit bien que l'enjeu c'est pas telle ou telle amende pour greenwashing, l'enjeu c'est que mes consommateurs ne me soient plus fidèles et aillent vers des nouvelles marques et c'est ça qui fait que au-delà de je peux développer telle ou telle offre éco-responsable avec tel packaging ou moins de packaging ou pas de packaging du tout pour mes consommateurs verts, l'enjeu il est là, il n'est pas tellement sur cette niche de consommateurs qui payent une prime et qui est éco-engagé, il est sur ce ventre mou, cette majorité de consommateurs qui sont soit dormants ou pragmatiques pour les faire basculer. Justement, c'est quoi les recommandations que vous apportez aux entreprises dans les grandes lignes sur la façon avec laquelle elles peuvent s'y prendre, parce que dire aujourd'hui faites mais le dites pas attention il y a des risques réputationnels, c'est une chose. Maintenant comment finalement il faut l'intégrer, est-ce qu'il faut faire sans en parler et puis petit à petit les consommateurs se rendront compte des efforts qui sont faits et c'est capitalisé, ça devient un asset durable. Comment on fait ? Comment on s'y prend ? Je pense dans les grandes lignes, il faut déjà mesurer l'impact de cette révolution sur le modèle économique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire court, la RSE, c'est nice to have, c'est bien, ça améliore un peu mon image de marque, j'ai quelques consommateurs, mais c'est pas fondamentalement dans mon cœur de modèle économique. Je le fais parce que si je le fais pas, pour le coup, ça va... Oui, voilà, mais c'est pas essentiel. Ce que beaucoup ne mesurent pas, c'est au-delà de l'impact sur le consommateur et sur ce ventre mou de consommateur qui peut être frustré et qui ressent de la dissonance cognitive, il y a un impact sur mes collaborateurs, donc en termes de recrutement, en termes de fidélisation, en termes de loyauté du consommateur, parce que l'employé aussi a une dissonance cognitive. S'il travaille pour Total ou pour des marques qui sont peut-être moins vertueuses, ils sont peut-être pas très à l'aise, ils ont peut-être envie de changer de métier, on a peut-être plus de mal à recruter. Il y a un impact réglementaire qui arrive et auquel, particulièrement en Europe, les entreprises doivent se préparer. Oui, et justement, il y a toute une réglementation qui va arriver dans quelques années sur les fiches produits avec
l'information, Absolument. la traçabilité. Oui. Il y aura même peut-être des sujets de blockchain derrière pour pouvoir suivre tout ça. Oui, tout ça est en cours et la directive a été approuvée par le Parlement européen et doit être transposée dans les 2 ans dans les législations nationales. Ça s'appelle comment ? Il y en a plusieurs, mais ça c'est la directive sur tout ce qui est sustainable products et sur tout ce qui est le design, notamment des produits. Donc on va aller vers plus d'éco-conception et on va devoir avoir un affichage comme on a sur certains produits, mais pas juste sur les voitures ou l'électroménager, sur tout un tas de produits. Et en fait, ça peut être un avantage concurrentiel, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir cette problématique environnementale juste comme une contrainte. Et il y a un peu un grand écart là entre les États-Unis, c'est un peu la carotte et le bâton. Les Américains, il y a l'IRA, qui est Inflation Reduction Act, qui n'a rien à voir avec l'inflation, mais qui est juste un programme massif de subventions pour réindustrialiser les États-Unis et attirer des énergies nouvelles et des acteurs nouveaux dans ces domaines-là. Et puis un peu le bâton à l'européenne où on met davantage de réglementation. Donc c'est un peu trop perçu comme une contrainte, alors que c'est aussi, et je le dis en toute connaissance de cause et en tant que citoyen, moi je ne pense pas que ce soit suffisant de dire il faut que ce soit aussi une opportunité business. Mais je sais que les entreprises ne bougeront pas si elles n'y voient pas une profitabilité. Et donc il faut absolument arriver à concilier profitabilité et environnement. Ça ne veut pas dire que ce sera suffisant et qu'il ne faut pas des démarches publiques, privées, des démarches citoyennes pour faire bouger les choses et les lignes. Mais il y a une vraie possibilité là-dessus de driver de la profitabilité. Et donc la question, c'est comment je fais évoluer d'abord mon offre, mon modèle économique, comment je repense ma chaîne de valeur, comment je repense mes écosystèmes, les partenaires avec lesquels je travaille pour plus de traçabilité, de plus de durabilité. Et j'ai envie de dire la brique communication, elle arrive à la fin. Ouais. Elle arrive après, parce qu'on passe d'abord par de la co-création. Donc c'est comment j'engage mes parties prenantes, mes consommateurs évidemment, mais aussi mes fournisseurs, mes partenaires. Parce que pour changer une offre, toute la supply chain est impactée, les fournisseurs. Donc il faut récupérer ces informations, il faut de la traçabilité. Et puis il faut aussi faire de l'éco-conception d'un point de vue marketing par exemple. Tu as très peu de marques aujourd'hui dans les équipes marketing qui ont des compétences en ACV, en analyse du cycle de vie, en éco-conception. Alors il y en a dans l'agroalimentaire qui maîtrisent mieux ces sujets-là, dans les marques de grande conso, mais dans la majorité des fonctions marketing, tu parles d'ACV, les gens... Tu regardes avec des grands yeux. Je ne savent absolument pas ce que c'est. Ouais. Donc il y a un besoin de compétences, il y a un besoin de compréhension sur ce que sont les limites planétaires. Mais c'est aussi un sujet stratégique. Si tu es patron aujourd'hui d'une boîte d'agroalimentaire, où est-ce que tu vas t'implanter ? Où est-ce que tu vas mettre ton usine ? Est-ce qu'il y a des ressources en eau ? Est-ce qu'il va y en avoir encore dans 3 ans ? Quand tu fais des choix d'investissement dans une boîte industrielle à 5, 10, 15 ans, sur des logiques d'implantation d'usines par exemple, ou de chaînes logistiques, on est obligé de prendre en compte cette dimension-là. Donc c'est devenu une préoccupation des dirigeants. Mais il y a toujours cet écart entre le temps long et le temps court. Et c'est ça la difficulté. Et je pense pour les marques, c'est d'abord de comprendre ces enjeux-là et de plus finement analyser les attentes des consommateurs. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a que 5% ou 4% de tes consommateurs qui vont aller acheter un produit vert, entre guillemets, que les autres ne souhaiteraient pas le faire. Est-ce que finalement ces recommandations qu'on peut lire comme étant plus facilement applicables pour les grands groupes, l'est aussi pour les PME, qui ont forcément des moyens plus limités pour pouvoir mettre en place ce genre de recommandations, ou bien finalement non, elles ont elles aussi autant de légitimité et de capacité que les grands groupes à changer ? Je pense qu'elles ont autant de légitimité et c'est vrai que c'est plus facile pour des startups ou des sociétés qui créent leur business aujourd'hui parce qu'ils partent d'une feuille blanche et ils peuvent intégrer ça directement dans la démarche. Ce qui est compliqué pour les PME, c'est qu'effectivement elles ont un petit peu moins de ressources et donc le côté réglementation peut être un peu pesant parce que voilà, c'est vrai que CSRD, alors ils n'y sont pas encore totalement sur la CSRD, c'est plus les grands groupes, mais ça peut être quelque chose qui est un peu paralysant. Mais au final, la démarche fait qu'on peut se différencier à travers ces sujets-là. Et on voit pas mal de PME qui innovent
sur ces thématiques-là, et cette innovation, elle est très locale en fait. Quand on parle de sujets d'économie circulaire, de recyclabilité, ce sont des sujets qui sont d'abord et avant tout locaux. Il faut des filières, il faut des points, il faut des bornes, il faut gérer ses fournisseurs, et ça en fait, il y a des entreprises et des dirigeants qui ont peut-être davantage que les grands groupes la possibilité de le faire parce qu'on est sur des actionnariats familiaux. Il y a une flexibilité plus forte, finalement. Il y a une plus grande agilité, oui. Et il y a aussi, d'une certaine façon, peut-être moins de contraintes financières au sens où on s'inscrit dans un temps long, on n'est pas forcément sur une profitabilité à 15%. On n'a pas de compte à rendre à la bourse. Exactement. Voilà. Et on peut dire, moi je suis profitable peut-être pas à 15, mais à moins, à peut-être 7-8%, mais en même temps, j'ai un super écosystème, j'ai aucun problème à recruter des consommateurs et ça me va très bien. Je me souviens avoir visité cet été un glacier, c'est en Ardèche. Faut que je retrouve un vendeur de glace. Terra Délice, qui vend des glaces mais qui les fabrique avec, je sais plus, une centaine de parfums pour l'essentiel locaux, avec une démarche très environnementale. Glacier qui a, je crois, 3 boutiques à Lyon, à Grenoble et puis encore une autre au siège de l'usine, qui est une démarche, voilà, c'est une PME, mais on voit bien, ça transpire de partout, qu'il y a cette sensibilité, que c'est un moyen de recruter, de créer une communauté, et ça marche. Donc il y a plein, je pense, de PME comme ça qui innovent et qui repensent leur chaîne de valeur pour et qu'en font un avantage concurrentiel. Et qu'en font un avantage concurrentiel. Ce que tu disais tout à l'heure au sujet de la réglementation, en Europe, on a tendance à beaucoup réglementer. Ça peut aussi très clairement être un avantage concurrentiel, puisque les États-Unis, pour le coup, sont en retard. Il y a beaucoup d'échanges entre l'Europe et les États-Unis. Les marques européennes sont très présentes aux États-Unis et les marques américaines très présentes en Europe. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Finalement, en Europe, le consommateur qui est plus averti que l'américain, qui voit que telle ou telle marque est plus vertueuse du fait de la réglementation, parce que l'information lui sera lisible, accessible et lisible facilement, va donner une prime, peut-être plus facilement aux entreprises vertueuses. Si le consommateur américain est lui pas encore tout à fait au même niveau que le consommateur français et la réglementation pas la même, cependant quand l'entreprise française va vendre aux États-Unis en disant voilà les démarches qui sont les miennes, elle va être en avance de phase sur la concurrence. Oui, après, effectivement, les États-Unis sont en retard sur les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a plus de non-greens et moins d'éco-engagés, mais on n'est pas non plus sur des différences si importantes que ça, et les États-Unis, entre guillemets, rattrapent leur retard. Après, on est malheureusement sur une géopolitique de l'environnement. C'est-à-dire que c'est un enjeu business pour les Américains, mais qui est différent, qui est juste à coup de subventions de dizaines, de centaines de milliards de dollars pour réindustrialiser leurs solutions. C'est la Chine qui est de très loin le premier marché des véhicules électriques, premier producteur mondial de panneaux solaires, et les prix baissent. Et d'une certaine façon, l'industrie européenne en a pâti, mais pourrait bénéficier aussi de l'avantage concurrentiel qu'ont eu les Chinois avec finalement des produits, alors certes qui sont très subventionnés, mais on voit bien qu'il y a une guerre économique qui se traduit autour de ça. Et même si on va un petit peu plus loin pour peut-être finir par rapport à d'autres sujets que l'environnement, mais qui sont très liés, on parle sans arrêt d'intelligence artificielle. L'impact de l'intelligence artificielle générative sur l'environnement est très important, et la guerre des microprocesseurs dont on parle, qui est une réalité. Taïwan, c'est l'île qui est effectivement au cœur du conflit de la guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine. Au final, les microprocesseurs qui alimentent toutes ces puces pour les serveurs IA, il y a quelques années, le gouvernement de Taïwan a dû arbitrer entre, parce qu'il y avait une sécheresse en eau et une limitation en eau, entre est-ce que je réserve cette eau pour refroidir les serveurs et produire des puces, ou est-ce que je favorise la consommation en eau pour l'agriculture et pour les habitants. Donc ce sont des limites planétaires qui sont une réalité, et on voit l'imbrication entre la dynamique géopolitique de l'environnement et l'IA. Mais ça nous emmènerait sur d'autres sujets. Ça nous emmènerait très loin. Avant de conclure le petit mot de la fin, tu te situes où toi dans la segmentation ? T'es plutôt
T'es plutôt dans quelle partie ? Alors il faudrait que je m'auto-applique le questionnaire, ce que je n'ai pas fait encore, mais je dirais que je suis entre convenient et actif et engagé. J'avoue avoir parfois comme tout le monde, hein, on a nos contradictions et je veux pas des comportements qui sont tout le temps vertueux. J'essaie de partager l'information de manière neutre et indépendante et de me l'appliquer à moi-même. Donc je voyage beaucoup moins qu'avant, et quand je le fais en train, quand je peux. Et sinon, j'essaie d'éviter de prendre l'avion parce que je sais que c'est ça qui a le plus d'impact. Mais je suis pas totalement vertueux. Bon, merci Thomas, merci beaucoup pour les explications de cette étude et puis tous ces insights que tu nous as partagés. Je pense qu'ils vont être très utiles à beaucoup de monde. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude, je vous invite à contacter Thomas directement sur LinkedIn. Je pense qu'il se fera une joie de vous partager peut-être plus d'informations, ou du moins vous accompagner dans des réflexions. Merci à vous tous qui écoutez le podcast. Vous êtes toujours plus nombreux, et merci pour les messages d'encouragement que vous me partagez. Merci à l'organisation des One-to-One Retail e-commerce à Monaco et donc Expérience Client à Biarritz, d'où nous enregistrons. Thomas, merci encore et je te dis à très bientôt. À très bientôt.